Salut à tous, aujourd'hui on découvre une grosse Toyota, une très grosse Toyota, non pas la plus grosse des Toyota, mais ça on en reviendra après. Aujourd'hui on essaye le nouveau Toyota Highlander. Mais juste avant de commencer cet essai, pourquoi ne pas mettre un petit like, un commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Avant tout, sorry pour les lunettes, il y a du soleil en Belgique, ça arrive. Bon bref, ce Toyota Highlander, vous le connaissez peut-être déjà parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est disponible sur le marché nord-américain. Donc si vous avez été chez l'oncle Sam ou au Canada, vous en avez déjà certainement vu un. Ici, on en est à la 4e génération et Toyota a enfin décidé que l'Europe était digne pour son plus gros SUV, qui n'est pas un Toyota Land Cruiser. Au niveau du look, eh bien, ce Highlander, il en impose. Déjà, il fait presque 5 mètres de long et 2 mètres de large. Et pour se faire remarquer, bien sûr, Toyota lui met une grande face avant avec une grande calandre trapézoïdale tout habillée de noir ici et évidemment le logo Toyota au cas où vous auriez oublié ce que c'était. Sur les flancs ici, on remarque encore plus que c'est un énorme SUV qui fait plus de 5 mètres de long. Mais Toyota essaye de travailler un petit peu à réduire cette forme en mettant une espèce de ligne ici qui passe sur tout le flanc et qui vient rejoindre les feux arrière. Et d'ailleurs, à l'arrière, eh bien, c'est un peu banal, surtout comparé à la face avant et au flanc. Mais le plus important dans un gros SUV comme celui-ci, eh bien, c'est l'habitabilité. Et il faut dire que ce Toyota Highlander, il en a à revendre. Ici, sur la banquette arrière, même moi qui ne suis pas petit, je suis assis tout à fait confortablement et les passagers arrière pourront facilement régler leur dossier. Et même s'ils veulent, si je trouve la poignée, elle est ici quelque part, voilà, régler leur assise. Ça coulisse pas. Pourquoi tu coulisses pas? Leur assise coulissante. En plus de ça, ils ont tous les rangements qu'il faut et même des commandes pour la climatisation avec sur ce modèle-ci les sièges chauffants. Mais c'est pas tout parce que ce Toyota Highlander, il offre 7 places de série. Et là, c'est le moment où on va rigoler un petit peu, où le mec de 1m90 va essayer de se mettre à l'arrière. Alors pour que vous puissiez voir et rigoler un peu mieux, on va abaisser ça. Ok, c'est comme ça. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Alors. Par contre, ce qu'il y a de pratique et de facile, c'est qu'il suffit de tirer la manette ici. Et on peut avancer le siège. Et on peut s'asseoir ici. Alors. Bon. C'est pas vraiment fait pour les adultes qui ont des jambes. Je sais pas si vous avez des enfants sans jambes, ça peut être pratique aussi, à mon avis. Alors si on fait comme ça, voilà. Là, bon, au niveau de l'espace de la tête, ça va encore. Bon, en largeur, il y a amplement de place, mais par contre, en longueur et en profondeur, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Là, à l'avant, c'est un compromis. Malheureusement, c'est beaucoup comme ça dans les gros SUV. A noter qu'ici, à l'arrière, on a des petits porte-gobelets, 4 porte-gobelets, parce que bien sûr, c'est une voiture américaine. On a aussi des bouches d'aération au cas où on crève de chaud en été. Vos enfants auront un endroit où mettre leur boisson, mais pas d'endroit où mettre leurs jambes. Bon, c'est pas très bon, mais ce qui est bien, c'est que dans le coffre, même dans cette position, cette place, on a toujours 268 litres à l'arrière. Une fois que la banquette arrière est rabattue, la 3e rangée est rabattue, on a 658 litres d'espace de chargement. Et quand on rabat tout entièrement, on a jusqu'à 1900 litres de chargement. Et ça, franchement, c'est plus que la concurrence. Bon, allez, on va essayer d'aller voir à quoi ça ressemble à l'avant. Si j'arrive à sortir. Et ici à l'avant, eh bien le Highlander, il continue à briller de son côté pratique et de son côté familial. Il y a des rangements partout, il y a des grands bacs de portière, il y a 2 bons gros porte-gobelets ici, il y a même des rangements juste ici en dessous de l'écran pratique pour ranger vos lunettes. Il y en a aussi devant le passager pour mettre votre masque. Et aussi ici sous la console centrale, on trouve une recharge par induction et en dessous un énorme rangement. Franchement,
en termes de famille et en termes de pratique, on peut difficilement faire mieux. Et d'ailleurs, ce tableau de bord, si on démarre la voiture, il est complètement dominé par ce grand écran de 12,3 pouces. Mais il faut noter que cet écran-là, il n'est réservé qu'à la version haut de gamme Premium Plus. Les autres versions doivent faire avec un petit écran de 8 pouces, qui est le même que dans toutes les autres Toyota. Et franchement, c'est pas très top. Mis à part ça, bien, ce grand écran, il est bien placé en hauteur, il est bien clair, il est bien de haute qualité. Mais par contre, le système à l'intérieur, eh bien, c'est le même système que sur les autres Toyota. Et franchement, comme l'écran du 8 pouces, il n'est pas top non plus. Notons quand même que sur cette version-ci, sur la version 12,3 pouces, qui est d'ailleurs le même que dans la Toyota Mirai, la voiture à hydrogène, on a une fenêtre supplémentaire sur la droite qui apporte plusieurs informations supplémentaires à travers laquelle on peut notamment gérer la climatisation avant-arrière, on peut gérer les sièges chauffants et on peut voir beaucoup d'informations, notamment sur le flux d'énergie de la batterie du moteur, l'historique du trajet et tout ça. Et ce qui est même encore mieux, c'est que on peut déplacer cette petite fenêtre comme on veut. Donc soit en appuyant ici, hop, on la fait passer à gauche ou à droite, ou alors en appuyant là, hop, ça s'agrandit, hop, elle revient ici et puis moi je peux la faire passer là. Donc par exemple, si mon passager ne veut pas étendre sa main jusqu'ici, eh bien il suffit qu'il appuie sur ce bouton-là et ça évolue. C'est assez pratique, c'est assez bien fait ça. Et pour le reste, cet habitacle, eh bien c'est du pur Toyota, c'est-à-dire qu'on a à la fois du très bon, mais un petit peu du pas très bon parfois. Bon, certes, c'est très bien assemblé et tous les matériaux ici, notamment sur le tableau de bord, sont moussés et tout ce qu'on touche, on a vraiment l'impression que ça va pouvoir résister à un hiver nucléaire. Mais à côté de ça, parfois, on a quelques petits éléments un peu cheap, notamment ici au-dessus du tableau de bord, ici sur le côté, et les baffes JBL qui ont l'air tout droit sortis d'un jeu Fisher-Price. Alors si vous trouviez que l'intérieur et l'extérieur ressemblaient un petit peu à un gros RAV4, eh bien vous n'auriez pas si tort que ça, parce que ce Highlander, il reprend la même base que le nouveau Toyota RAV4 qui est la plateforme modulaire TNGA de Toyota. Qui dit même plateforme dit aussi souvent même moteur. Et évidemment, chez Toyota, quand on dit moteur, on parle souvent d'hybride. Et donc ce Highlander reprend le même ensemble hybride que le Toyota, sauf que ici, il est un petit peu ajusté. La base, c'est toujours le 2,5 litres essence atmosphérique qui tourne au cycle Atkinson qu'on connaît déjà d'autres produits Toyota. Sauf que dans ce Highlander, il produit 190 chevaux et il est bien sûr toujours assisté par 2 moteurs électriques. Les moteurs électriques sont ici aussi plus puissants. À 2, ils produisent 182 chevaux et donc tout ensemble, le système produit 248 chevaux. Et petite différence, que contrairement au RAV4, le Highlander, il est disponible uniquement avec la transmission intégrale. Alors il n'y a pas de connexion entre les roues avant et les roues arrière, c'est-à-dire qu'on a toujours le moteur et les moteurs électriques sur les roues avant et sur le train arrière, un autre petit moteur électrique qui vient assister au cas où ça patine. Mais bien sûr, le but d'un moteur hybride, c'est de boire autant qu'une plante en plein milieu du désert, c'est-à-dire consommer pas grand-chose. Et franchement, ce gros Highlander, il est pas mal, car malgré ses 2 tonnes, et oui 2 tonnes, et ses 5 mètres de long, Toyota affiche une consommation officielle WLTP de 6,6 litres. Alors nous, on sait que le WLTP c'est un petit peu mieux que la réalité, mais c'est quand même pas toujours très proche. Mais ceci dit, ici nous avons une consommation moyenne qui varie de 7,2 litres à 7,8 litres quand on met vraiment le pied au plancher. Et pour un SUV de cette taille-ci, c'est une sacrément bonne performance. Alors en Belgique, ce nouveau Highlander, il est disponible avec une seule motorisation, mais sous 3 niveaux d'équipement. Et l'entrée de gamme commence à 56 460 €. Et pour ce prix-là, elle est assez bien équipée. On a notamment la navigation, les sièges en cuir chauffants électriques, évidemment les 7 places, évidemment la 4 roues motrices, la climatisation 3 zones et bien d'autres équipements. Alors les 2 autres équipements, il faut monter le prix à 60 200 pour le milieu de gamme et 66 490 pour le haut de gamme avec tous les équipements, et la seule option, c'est le toit ouvrant vitré. Et au final, c'est un petit peu entre les gammes, c'est-à-dire que c'est plus cher qu'un Kia Sorento hybride super bien équipé. C'est-à-dire qu'un Kia Sorento hybride super bien équipé, c'est 58 000 €. Donc c'est plus cher, mais en même temps, il est plus grand. Et c'est aussi moins cher que l'alternative premium, c'est-à-dire le Volvo XC90 qui lui commence à 70 000 € en version 7 places. Et sur la route, ce Highlander, il est assez bien dans ses bottes. Il n'a aucune ambition sportive qui pourrait un petit peu clasher avec la motorisation hybride, donc il opte pour le confort, ce qui au final va bien
avec la taille et l'habitabilité. Et surtout, on a une bonne isolation phonique qui est assez bien travaillée. Ici, sur ce modèle-ci, on a des vitres, on a un double vitrage. Et franchement, le seul bruit qu'on peut entendre parfois, c'est quelques bruits de roulement sur les mauvaises routes, le moteur qui gronde un petit peu à pleine charge, ou alors les gosses qui gueulent derrière. On est presque arrivé. D'ailleurs, ce moteur, eh bien, il utilise assez bien les 180 chevaux électriques, notamment au démarrage, c'est-à-dire qu'il ne montera dans le tout, il ne montera dans les tours que quand on met vraiment godasse. Ça, c'est évidemment typique d'un CVT. Et ce moteur d'ailleurs, eh bien, il offre des assez bonnes performances et il fait ça beaucoup mieux que les anciennes hybrides de chez Toyota. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins cet effet moulin à café. Maintenant, évidemment, avec un si gros véhicule, quand on fait une montée par exemple sur l'autoroute et qu'on veut atteindre assez rapidement les 120 km/h, eh bien, on entendra le moulin qui va crier sous le capot. Mais à part ça, pour le reste de la conduite et pour la majorité du temps, il fait usage assez intelligemment des 182 chevaux électriques et surtout du couple de cette motorisation. Mais bien sûr, comme tous les hybrides de Toyota, eh bien, une conduite souple et calme leur convient mieux car elles n'apprécient pas vraiment qu'on mette godasse. D'ailleurs, on remarquera aussi que la suspension, eh bien, elle n'est pas aussi bien travaillée que dans un RAV4. On entend parler le fait que, évidemment, les ingénieurs ont voulu en faire un SUV confortable, donc ils ont opté pour des ressorts et une suspension souple. Mais à côté de ça, l'amortissement n'a pas l'air d'avoir été assez bien travaillé que pour gérer les mouvements assez fréquents de ces ressorts souples. Ce qui fait que quand on prend un joint de dilatation ou toute aspérité sur la route, eh bien, on a une suspension qui sautille et qui ballotte pendant quelques secondes après. Et ça, pour le confort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Malheureusement, c'est assez typique des véhicules qui sont faits pour le marché américain. On a l'impression que sur les véhicules qui sont faits pour le marché européen, le développement est un petit peu plus long sur les suspensions. Peut-être que nos routes sont plus dégueulasses que là-bas, ça je ne sais pas. D'ailleurs aussi sur cette chaîne hybride, on regrette aussi le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'un mode de régénération plus importante comme beaucoup d'hybrides, notamment les hybrides rechargeables, ont maintenant. C'est-à-dire que les anciennes Toyota, eh bien, elles avaient un mode B sur leur commande de boîte qui voulait dire break en fait, et qui augmentait la régénération et qui dans les descentes aidait notamment à augmenter les tours minutes et avoir un petit peu de frein moteur. Cette version-ci ne l'a pas, on peut juste passer en mode sport et là on entend que les tours minutes augmentent, mais on n'a pas vraiment de mode B. Alors pour finir, ce Toyota Highlander, eh bien, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'il offre une habitabilité et un espace intérieur gigantesque, bien plus haut que le reste de sa gamme, qu'il est assez bien placé aussi en termes de prix, mais que son amortissement est un petit peu brouillon et que sa motorisation uniquement hybride pourra en faire fuir quelques-uns, notamment par le fait qu'il n'y a pas de plug-in hybride, malgré sa soif de moineau.